Alexandre Jardin. C'est l'heure de votre grand entretien avec le député socialiste Jérôme Guedj. Et cette question presque métaphysique, la gauche a-t-elle un avenir face à la radicalisation de ses propres idées face à l'extrême gauche? Alexandre, vous avez peut-être vous-même un avis sur la question? L'avis, il est simple. Sociologiquement, nous avons une partie du pays qui est à droite et une partie qui est à gauche, émotionnellement, historiquement, familialement, j'allais dire. Est-ce que s'il n'y a plus de traduction dans les urnes de ces sincérités, parce que ce sont des sincérités, si elles ne parviennent pas et qu'elles sont confisquées par des manipulations et des radicalisations, je vois pas bien qui va gouverner la France. Or, il faut qu'à un moment, un peuple soit connecté à ses élites politiques. Et c'est vrai que le parcours de Jérôme Guedj, moi, m'a toujours touché. Parce que, d'abord, il est enraciné dans de l'action en banlieue, donc connecté réellement au terrain. Et il y a toujours eu, chez cet homme, une volonté d'être absolument réglo éthiquement. Et au moment où on a vu tous les dérapages d'antisémitisme invraisemblables avec LFI, j'ai vu une droiture chez lui. Et je suis particulièrement touché par ça, parce que moi, familialement, j'ai un grand-père qui était directeur de cabinet de Pierre Laval. Donc, qui était aux affaires au moment des grandes rafles, en 42-43. Donc, quand on parle d'antisémitisme meurtrier en France, familialement, je sais ce que c'est. Et donc, moi, je pensais qu'on en avait terminé avec ce truc sordide, absolument glauque, qui n'a rien à voir avec la France, et qu'on allait être un peuple qui allait se tenir bien. Et quand j'ai vu que Jérôme Guedj était absolument clair, à gauche, recadré, ben ça m'a plu. Ça m'a plu, cette forme de courage, parce qu'à un moment, on peut pas vivre dans une époque de merde, pardon, mais à un moment, on doit rester des grands citoyens, on doit être capable de s'affronter lorsqu'on n'est pas d'accord, mais dans une forme de dignité. Qu'est-ce que ça coûte, ce genre de mise au clair? Qu'est-ce que ça coûte? Alexandre parlait à l'instant du courage. Je sais pas si c'est du courage. Moi, c'est celui que je revendique, c'est le courage de la nuance. Ça me fait penser à un livre de Jean Birnbaum qui porte ce titre et dans lequel il y a cette phrase où il dit: dans les périodes de brutalisation où la mauvaise foi dispute à la haine, le discours qu'il faut tenir est celui qui vous met tout le monde à dos. Et je dis pas que je cherche à faire ça, mais en tous les cas, je m'astreins à ne pas céder à la facilité qui consiste à camper des positions les plus radicales en se disant que ce sont elles qui vont être entendues, qui parfois flattent les bas instincts, s'éloignent d'une forme je veux pas dire de rationalité, mais en tous les cas de sincérité dans les choses qui sont dites, parfois même tout simplement dans le rapport à la vérité. Bref, la période est aux excès et aux outrances. Alors quand je dis ça, on me dit mais ça y est, il devient modéré. Moi, je revendique pas une modération. Je revendique juste la politique comme l'espace de la dispute apaisée, c'est-à-dire d'un endroit dans lequel on peut avoir des idées bien trempées. Mais on les confronte dans le cadre qui est celui démocratique, de l'élection, de la mobilisation, de la manifestation, etc. Mais où on n'est pas là à discréditer, délégitimer la parole de l'adversaire ou du contradicteur, à se conforter, vous savez, dans des zones où on ne parle qu'avec des gens qui pensent comme vous. Alors les réseaux sociaux, tout ça, y contribuent. On évolue dans des espèces de safe zones où il y a que des gens qui pensent comme vous. Et du coup, celui qui dit un petit peu autre chose, il est perçu comme un intrus, comme un danger. Et en disant cela, parce que Alexandre parlait à l'instant de la droite, de la gauche, c'est des concepts qui sont un peu tombés en désuétude. Et moi, je revendique, c'est pas de la nostalgie, mais voilà, je pense que ce pays a besoin d'une droite républicaine, et puis a besoin d'une gauche républicaine et que chacun est clair sur ses idées. On a vu depuis 81 que l'alternance était possible dans ce pays, et je préfère des alternances plutôt que des grandes confusions, le fameux en même temps dans lequel il sort plus rien de clair. Ou des révoltes. Voilà. Et évidemment, ça sort des révoltes, parce que il se passe un truc qui est propre à la nature humaine. Quand on a le sentiment, pardonnez-moi l'expression, d'être cocu, eh ben on n'est pas content. Voilà. Quand on nous promet qu'on va pouvoir embrasser tous les sujets sans arrêt, en essayant de satisfaire tout le monde. Alors bien sûr, il faut essayer de produire du consensus, il faut essayer de produire du compromis. C'est pas un gros mot pour moi dans la politique, mais en partant de positions qui sont claires et pas en pipotant les gens. Et c'est malheureusement ce qui libère
les paroles les plus extrêmes. Et puis sur le sujet que je sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a le droit, ouais, oui. On peut. Non, c'est pas de la connivence parce que maintenant il paraît que bon voilà, on se connaît depuis longtemps, donc. Moi, ça m'a désespéré de voir que le sujet revenait par la gauche. Je pensais en effet que, on pouvait être clair et que dans ce pays, on pouvait sur quelque chose d'essentiel qui sont dans notre pacte républicain, quand on parle d'antisémitisme, quand on parle de racisme. Bon, bah là, on cherche pas à instrumentaliser ces questions, et puis surtout, on cherche pas à essentialiser, à renvoyer chacun à ses origines, avec l'idée folle qui est que le racisme anti-musulman, ça concerne que les arabes, les musulmans, que l'antisémitisme, ça concerne que les juifs, et qu'on tourne le dos à ce qui fait quand même la force de ce pays, cette idée d'universalisme où on peut avoir des socles communs, on peut se pouiller sur plein de sujets, mais il y en a quelques-uns sur lesquels on les jette pas en pâture pour cliver en se disant il y a des gens qui vont être plus sensibles à ce que je dis parce que je vais aller titiller ces bas instincts, quoi. Et est-ce que vous faites beaucoup engueuler dans votre camp ? Mais se faire engueuler, c'est le propre du débat politique. Là où je me fais engueuler, qui est un peu insupportable, c'est parfois en étant en parlant vrai, c'est le titre de cette émission, c'est-à-dire pas en regardant ailleurs parce qu'il y a des contingences premières. Voilà, la gauche a fait des accords électoraux à un moment donné parce que sa survie passait par là. Bon, pourquoi pas ? Moi, j'étais un fervent défenseur en 2022 de ce qu'on appelait la NUPES, du Rassemblement de la gauche et des écologistes. Sauf qu'à un moment donné, quand le compte n'y est pas et quand certains veulent prendre une sorte d'hégémonie, imposer leur thème, leur méthode, leur style, on peut pas regarder ailleurs juste parce qu'on pense à une élection qui pourrait venir et avec le risque de la perdre en se disant non, je pense que c'est pas ringard de parler de valeur dans l'engagement politique. Moi, je suis allé au bout de cette logique en 2024, comme je m'étais fâché avec, et c'est un doux euphémisme, avec la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, quand le nouveau Front populaire s'est reconstitué après la folle dissolution d'Emmanuel Macron, moi j'ai pris mon risque et j'ai refusé l'investiture de la France insoumise, j'ai refusé d'être dans le cadre du nouveau Front populaire, j'étais le seul député socialiste à l'époque, et j'ai pris un risque, puisqu'en face de moi, du coup, il y a eu une candidature présentée par la France insoumise, et puis à la fin, c'est les électeurs qui ont tranché et qui m'ont permis d'être élu. Je pense que le courage, à un moment, c'est aussi d'aller au bout de ses convictions, en restant dans ce cadre de la dispute apaisée, parce que sinon là c'est la libération de la violence. Et moi ce qui m'effraie dans la vie politique ici, où on le voit évidemment dans d'autres pays, ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, c'est que à force de banaliser cette conflictualisation, cette brutalisation, on revient sur ce que la politique avait permis de réguler, c'est-à-dire à la violence comme mode pour trancher les débats. Et moi je suis un peu inquiet, y compris de voir à gauche parfois une sorte pas de fascination, mais de complaisance avec la violence. La politique, c'est la dispute apaisée. On la règle dans le débat, la confrontation, le vote, la discussion, et pas à coup d'insultes, voire de coups de poing ou pire. Voilà. Surtout que votre élection veut dire qu'on peut courir ce genre de risque. Non, mais sans faute. Il y a des moments. On peut faire confiance à l'autre. L'autre n'est pas un imbécile. Surtout celui auquel je m'adresse quand je me présente à une élection, c'est les électeurs, c'est le peuple, c'est les citoyens. Mais ça montre que le courage peut fonctionner. Il aurait pu ne pas, mais dans tous les cas de figure, c'est après une sorte d'éthique personnelle qui est de dire je suis pas prêt à tout sacrifier. Juste pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'après on est pieds et poings liés dans ce qu'on raconte. Dans la politique, il faut avoir une forme de liberté. Alors c'est contradictoire parce qu'on est lié à un parti politique. Il y a des règles, il y a de la solidarité. On est mais il faut en permanence avoir cette possibilité de dire non. Soyons gaulliens par moment dans des moments un peu charnières. Voilà. Alors merci d'être venu dire ça. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on est dans une telle crise de la déconnexion que le ressentiment envers les élites politiques fait que un Premier ministre qui arrive, le type est même pas là, que le 66% du peuple ne lui fait pas confiance. Donc on a atteint un tel degré d'inconfiance, de déconnexion, que il me semble que il faut avoir la possibilité à nouveau sur les ondes, dans le débat public, de dire je vais être cash, je vais être courageux, je prendrai peut-être une branlée,
peut-être que le peuple va me virer, mais on peut revenir au fond à la confiance des autres. Les autres ne sont pas uniquement des gens qui se font manipuler par la violence, manipulés par ce qu'on a vu dans la rue il y a 2 jours, et qui n'avaient au fond aucun profit pour personne. Or, moi, il me semble que je n'ai pas de couleur politique, parce que je me reconnais pas dans l'offre politique. Mais je vois bien que il faut que le peuple puisse exister à travers ses sincérités. Jérôme Guedj, je vous propose de répondre dans un instant à Alexandre Jardin. Juste après une petite pause, chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler, que vous soyez de droite, de gauche, ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Oui. Appelez le 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Nous sommes en direct avec Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Monsieur le député, vous faisiez l'éloge de la nuance et du débat, et vous avez souligné à quel point c'est devenu compliqué en fait de débattre, de converser assez simplement. Ça s'est manifesté tragiquement aux États-Unis avec l'assassinat de Charlie Kirk. D'ailleurs, une petite parenthèse, est-ce que justement, on parlait de nuances, les réactions de certains politiques ou de certains influenceurs ou journalistes, qu'il s'agisse d'Américains ou de Français, vous ont choqué? Il y a eu des réactions très enthousiastes en fait à l'annonce de la mort de Charlie Kirk. Vous voyez, je comprends même pas comment, quelle que soit l'opinion de la personne, on puisse se réjouir de son élimination physique, de son assassinat. On est sur le même type de registre que ce pays a été capable de dire « je suis Charlie » quand des dessinateurs se sont fait trucider pour leur dessin, leur opinion. On peut aimer, pas aimer les caricatures de Charlie Hebdo, mais il y a un principe qui est la liberté d'expression. Et donc, le combat politique, je suis très loin d'être d'accord avec ce que racontait cet influenceur. Mais concevoir qu'on puisse se dire d'une certaine manière, il l'a bien cherché parce qu'il disait des horreurs. La régulation, elle est simple. S'il dit des horreurs qui sont attentatoires au droit, c'est la justice qui tranche. On poursuit la personne et c'est le mode là aussi de régulation des conflits, c'est la justice. Mais l'élimination physique, c'est assumer et le fait de s'en réjouir. C'est assumer d'abord le parallèle. Ça veut dire que demain, moi, je peux me faire péter la gueule dans la rue parce que les gens sont pas d'accord avec ce que je dis. Il y a des gens qui diront, oh, mais Guedj, il l'a bien cherché. Ce que j'ai vécu dans certaines manifestations où on a voulu me mettre dehors, voire aller à la castagne, juste pour ce que je dis. Mais c'est le ferment, pardon, c'est des termes peut-être grandiloquent, mais l'étape d'après, c'est la guerre civile, parce que si on voit des gens se réjouir d'un meurtre, alors on se dit, je peux faire de même, et c'est la fuite en avant. Donc moi, je suis effaré, je combats les idées des uns et des autres, mais jamais je ne me réjouis du recours à la violence et de l'assassinat politique, parce que la réalité, c'est que ça veut dire que la violence devient la norme dans la société, et ça, c'est alors on parlait du cadre du débat politique, il y a plus de débat politique le jour où il y a la violence, parce que c'est lui qui sera le plus fort, celui qui aura la troupe avec lui, qui aura les gros bras. C'est le contraire, encore une fois, de ce que fait la régulation citoyenne du débat démocratique, quoi. Qu'est-ce qui nourrit selon vous cette violence qui se manifeste dans certains cas? On peut parler des manifestations justement d'une militante de Némésis qui s'est fait agresser aux manifestations du 10 septembre, mais plus globalement de ces appels à légitimer parfois la violence venant de responsables politiques. On a de multiples exemples, on n'est pas obligé de les nommer. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui nourrit cette chose-là? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, de l'incapacité de la défiance qui se nourrit de gouvernants. D'abord qui assument une part de leur impuissance, qui disent j'arrive pas à traiter des sujets, voilà, et donc je fais des mots, j'occupe l'espace, je suis préoccupé uniquement par la seule pérennité et survie de mon exercice du pouvoir, et puis aussi à cette facilité en tous les cas, à cette facilité que certains responsables publics, politiques, de ne plus introduire cette complexité. Il faut être le plus maximaliste, il faut être le plus campé, il faut être le plus outrancier. Et donc, quand on est capable de dire n'importe quoi dans le débat politique, alors après, on est capable de faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le rapport à la vérité, on a beaucoup parlé des fake news, de pouvoir marteler des choses qui n'ont plus rien à voir. Encore une fois, débattons. Vous voyez, la défiance sur la science, par exemple, aujourd'hui, c'est le premier signal du renoncement à l'esprit des Lumières. C'est-à-dire,
on débat, on discute sur la base de faits, puis après on a l'interprétation de ceci, on a la lecture qu'on en donne, on a les conséquences qu'on en tire, mais on peut pas se dire, en fait, c'est le pari de la bêtise qui est faite, voilà. C'est-à-dire l'échange, l'interaction humaine, c'est le pari de l'intelligence permanent. On essaye d'aller chercher le meilleur. Là, on se dit c'est plus simple. Allons chercher la bêtise, entretenons-la, et ça va passer crème. Donc tout ça est assez flippant. Ce que vous disiez sur, moi j'ai encore une fois, mais c'est arrivé à plein de moments de se réjouir de cette violence. Il y a aussi une fascination pour la violence qui normalement a été contenue par l'éducation, par les lumières, par et aujourd'hui, mon discours est un peu un discours d'impuissance, hein, mais repartons. Il y a du bon sens et il y a de l'intelligence dans les tréfonds de la société. Simplement, c'est une majorité parfois silencieuse. J'aime pas toujours ce concept, mais il faut qu'elle l'ouvre, quoi. Il faut qu'elle dise c'est plus en notre nom, quoi. Très important ce que vous dites. C'est-à-dire que la majorité silencieuse dise on ne veut pas d'une inconduite en France. On veut rester un grand peuple. Mais c'est vrai que alors là je reviens sur des choses peut-être terre à terre. Il faut quand même qu'il y ait aussi je n'exonère pas. Enfin, il faut qu'il y ait aussi de l'exemplarité de ceux qui prétendent conduire les affaires du pays. Et là, la défiance, le cœur de la défiance qu'on vit et qui s'accentue dans notre pays en ce moment, c'est cette situation à laquelle on n'a pas été habitué, c'est-à-dire bon bah ok, d'habitude c'est la démocratie et donc le fait majoritaire qui permet de trancher les débats. On aime ou on n'aime pas, mais c'est limpide. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, l'alternance permet de dire, à un moment c'est la gauche qui a responsabilité, elle a la majorité, elle fait ses trucs. Si les gens sont contents, ils les reconduisent au pouvoir. S'ils sont pas contents, ils les sanctionnent. C'est ce qui se passe dans une mairie. Si les gens sont contents ou pas contents de leur maire, quelle que soit sa couleur politique. Bon, là, pour la première fois, on se retrouve dans une situation pour laquelle les institutions n'étaient pas préparées, à savoir, il n'y a pas de majorité nette. Il y a 3 grands blocs qui se regardent en chien de faïence. Donc soit on se dit c'est comme ça et on est dans l'impasse, soit on tient compte un petit peu de cette situation. Et le drame depuis 2022 et notamment depuis 2024, c'est que, et c'est peut-être même avant, parce que le vote, il traduit le fait que des sujets sont pas pris à bras le corps. Voilà. On me posait la question tout à l'heure. Il faut que la gauche soit elle-même. Bon, la gauche, à un moment, elle parle de ce qui fait les préoccupations. Voilà, les vulnérabilités, les fragilités, les aides-soignantes, les aides à domicile, les personnes âgées, les personnes handicapées, le travail qui doit payer. Et quand on parle plus de tout ça, qu'on a un discours économiciste où on parle plus en milliards qu'en dizaines d'euros qui sont le quotidien des gens, les gens, voilà, ils se disent. Donc déjà, il y a cette déconnexion. Et puis après, quand il y a un vote avec cette tripartition et il y a une espèce de bras d'honneur qui est fait en disant, on n'en tient pas compte. Voilà, on ne tient pas compte de ce que ça dit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le compromis est pas un gros mot dans la période. Moi, je suis un de ceux qui dit, essayons le compromis. Voilà, c'est inédit, on n'a pas l'habitude. C'est vrai que c'est parfois même un peu contradictoire avec des positions tranchées que j'ai pu avoir, mais il y a un principe de réalité, parce que s'il n'y a pas le compromis, alors ça se règle dans la rue. Ça se règle dans la rue et on sait pas comment. Or là, d'échec en échec, c'est pas ce qui se passe, et la nomination du nouveau Premier ministre peut être vécue comme une sorte de perpétuation de ce refus de tenir compte de ce qui s'est exprimé. Il y avait d'autres choses à faire, quoi. Le chiffre est très impressionnant. Des 66% des gens qui... C'est très impressionnant. Mais c'est évident, c'est à peu près les 2/3 des gens qui n'ont pas... parce que, vous voyez, dans d'autres périodes, des gens pouvaient comprendre la cohérence de la nomination de quelqu'un. Mais là, le signal qui est envoyé, c'est... Il n'est pas cohérent. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, on s'en fout. On n'en tient pas compte, voilà. Ouais. Et ça fonctionne nulle part. Dans une boîte, si le patron, il tient pas compte de ce que ses salariés lui disent, au bout d'un moment, ça va pas fonctionner, parce qu'on fait un collectif. C'est vrai dans une association de quartier, dans une famille, et encore plus dans un pays. Où est-ce que vous êtes à la fin de la semaine? Là, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Vous partez faire une expérience
Ah non, ça c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'était ce week-end, parce que le week-end dernier c'était les fêtes des associations, tous les gens qui viennent s'inscrire, on en parlait là. Oui. Non, la semaine prochaine c'est prévu de longue date. Je deviens auditeur à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous faites un stage de commando. Et c'est un endroit où des gens qui sont pas des militaires, mais avec des militaires, avec des élus locaux, nationaux, avec des chefs d'entreprise, on s'approprie les questions de défense nationale qui sont essentielles dans l'histoire d'un pays. Et donc, on va avoir des cours, etc. Mais chaque mois, on va faire aussi une immersion sur le terrain avec des militaires. Et moi, je connais pas bien ce monde-là. Et donc, la semaine prochaine, je suis en stage commando à côté de Perpignan pour voir le quotidien et les enjeux de nos militaires. Moi, j'ai plus l'habitude de connaître. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de santé, d'hôpital, de maisons de retraite. Donc, c'est un univers que professionnellement, je connais mieux. Et donc, voilà, je pense qu'il y a besoin, on parlait de déconnexion. Quand on parle de sujet, il faut quand même aller se frotter à la réalité de ceci. Les questions de défense vont être cruciales malheureusement, dans les années et décennies qui viennent. Et je pense que c'est bien si on retisse ce lien entre l'armée et la nation, quoi. Et je voulais rendre hommage à l'armée qui a ce système, l'IHEDN, qui est d'une profonde intelligence d'écoute de la société. Mais parce que l'armée, je viens de parler du lien armée-nation, je pense qu'il est essentiel. On n'y pense pas trop quand on est en temps de paix et de sérénité, mais là, les cieux mauvais qui s'accumulent nous obligent quand même un peu à tenir compte de concrètement c'est quoi ce concept de défense nationale et comment il se décline. Et en effet, les militaires, c'est un des piliers. Voilà. C'est vraiment un truc exemplaire de la France. Je trouve, parce que ça introduit, là j'en parle avant de le découvrir, mais les précédentes promotions m'ont un peu expliqué ça, qu'il y a besoin de faire ce lien en permanence avec un pilier aussi essentiel de notre nation qu'est l'armée. Vous faisiez référence aux 66% de Français qui ne font pas confiance en ce nouveau Premier ministre. L'un des slogans prononcés pendant ces manifestations du 10 septembre, et d'ailleurs on pourra peut-être en parler dans un instant, de cette récupération notamment du 10 septembre, c'était Macron démission. C'était le problème, c'est pas le nouveau Premier ministre, c'est pas le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Vous, Jérôme Guedj, comment vous voyez, vous n'êtes pas devin bien sûr, mais comment vous voyez là ces 1 an et demi qui restent pour le président de la République? Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron arrive un petit peu en fin de règne, mais on le dit depuis plusieurs années déjà, ceci dit, et donc devrait aboutir à une démission? Alors, je vais partir de l'option de la démission et vous expliquer pourquoi c'est pas ma tasse de thé. Parce que s'il y a bien ce pays, c'est ainsi, a fait de l'élection présidentielle un peu l'alpha et l'oméga de la vie politique. C'est peut-être exagéré, mais c'est ainsi. Voilà, il y a ce lien particulier. Et donc, moi, la pire des choses qui pourrait se passer là, c'est rentrons dans la logique d'une démission du président de la République, que certains appellent de leur vœu. Il y aura même une motion de destitution qui va être examinée à l'Assemblée nationale. Je la voterai pas. Parce que, alors, s'il y a bien une chose dont on n'a pas besoin, c'est un débat présidentiel en 35 jours dans le pays. Parce que le jour où il y a une démission du président de la République, c'est prévu par un des articles de la Constitution, si le président meurt ou s'il démissionne, l'élection, c'est normal, il faut assurer, le président du Sénat fait l'intérim pendant 35 ou 40 jours maximum. Donc ça veut dire que en 35 jours, faut faire ce grand débat démocratique. Et là, je pense que c'est la pire. Alors là, pour le coup, si on veut être certain de renouer avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir des positions caricaturales, antagonistes, pas capables d'introduire cette nuance, de faire vivre des débats qui sont complexes et dont on ne parle pas suffisamment. Il y a plein de débats pour lesquels le coup de projecteur de l'élection présidentielle, à mon avis, et moi c'est un des reproches que je fais aux précédentes élections présidentielles, c'est qu'en réalité, elles n'ont pas mis des visions de la société, des projets un peu concrets, ou alors quand ça a été fait, ils ont été passés par-dessus bord assez rapidement. Et donc moi je préfère qu'on ait une année 2026-2027 avec un vrai débat démocratique. S'il y a concrètement une élection présidentielle provoquée rapidement, alors ça va être à celui qui aboie le plus fort. Et je pense que c'est pas ce dont le pays a besoin. On continue d'en parler dans un petit instant. Jérôme Guedj, merci d'être avec nous. Chers auditeurs, si vous voulez nous appeler, réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Midi 14h, la parole aux Français. Alexandre Jardin. Nous sommes toujours avec Jérôme Guedj, député du Parti Socialiste de la 6e circonscription de l'Essonne, et nous sommes en ligne avec un auditeur, Karim, qui nous appelle des Mureaux. Bonjour Karim. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Karim. On vous écoute. Alors j'ai écouté le débat depuis tout à l'heure et puis je suis un auditeur fidèle de votre radio qui change un peu de ce qu'on entend habituellement.
Et en fait, je me faisais une réflexion depuis très longtemps, c'est qu'en fait, quels que soient les hommes politiques qui passent, quel que soit leur parti depuis une vingtaine, trentaine d'années, en fait, je constate qu'ils sont toujours en train de réparer les fissures du mur avec du plâtre. Mais à aucun moment, il y en a qui se posent, quel que soit le parti, en se disant mais qu'est-ce qui fait les fissures du mur? Moi, je fais du bâtiment, et quand il y a une fuite, je suis pas en train de mettre du joint tous les 6 mois ou tous les 3 ans. Mais qu'est-ce qui crée la fuite? Et en fait, de mon point de vue, personne fait ça, quel que soit le domaine, que ce soit l'immigration, le travail, l'Europe, la natalité, l'éducation et la santé. En fait, tout, monsieur le député, je sais pas vous que j'incrimine, mais à partir du moment où vous êtes partisan d'un des partis qui a déjà été au gouvernement ces 30 dernières années, en fait, on sait pertinemment, moi j'ai compris que vous ne pourrez rien faire parce que, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand on veut changer le travail, on peut pas parce que c'est l'Europe. Quand on veut changer l'Europe, on peut pas parce que les entreprises vont partir. Quand on parle de travail, on peut rien faire sinon les entreprises vont partir à l'étranger. Et donc du coup, on fait venir de l'immigration qui coûte moins cher. En fait, il faut que les gens comprennent que le système représentatif de démocratie représentative que l'on a, en fait, il est mort, il est voué à l'échec. En fait, il faut vraiment, je pense, changer de système. Jérôme Guedj, est-ce qu'il faut reconstruire la baraque? Oui, c'est vrai. Merci Karim, parce que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la présidentielle, en disant c'est intéressant parce que les sujets qu'il met sur la table, notre rapport à la construction européenne, notre rapport au travail et notre rapport à une idée de souveraineté, qu'est-ce que c'est faire nation, c'est des sujets en effet qui sont regardés soit par une approche technique, soit où on est impuissanté immédiatement en se disant c'est trop compliqué d'aborder les sujets. Donc oui, je pense. Alors moi, je suis pas un partisan de dire il faut renverser la table et se dire. Il y en a certains qui disent ça. Faisons tout péter, bloquons tout et on verra bien ce qui se passe. Mais regardez sur ces sujets en sortant des ornières que les uns et les autres nous pouvons avoir. Et par exemple, et merci d'avoir parlé de la question européenne, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un projet politique formidable, a fortiori au moment où les empires se construisent, mais à condition qu'on sache ce que ça veut dire être européen et quel est le sens d'avoir construit cette entité politique. Moi, c'était mon premier vote quand j'avais 20 ans, j'ai voté oui à Maastricht. Par contre, en 2005, 13 ans après, j'ai voté non parce que j'ai eu le sentiment que ce qu'on m'avait proposé, à savoir une intégration monétaire et économique qui mécaniquement allait produire de l'intégration citoyenne, sociale, etc. C'est pas ça qui se passait. On a fait un grand marché, mais on a organisé de la compétition de tous contre chacun à l'intérieur même des frontières de l'Union européenne. Et quand on a commencé à avoir des délocalisations d'industrie automobile française qui allait s'installer en Roumanie ou en Slovaquie ou en Pologne, on s'est dit mais est-ce que c'est ça l'idée qu'on se fait, qu'on va être ensemble dans la grande compétition internationale? Et tant que et comme ça ruisselle et ça conditionne beaucoup des sujets, notamment celui du rapport au travail, de la réindustrialisation du pays, de la convergence économique et sociale. Enfin, je veux dire, moi, je serai un Européen heureux le jour où on aura des niveaux économiques comparables. Vous savez, on a fait des critères pour faire une monnaie unique. Mais on n'a pas fait des critères pour faire un système de protection sociale qui soit à peu près homogène, qui fait que des entreprises vont pas ailleurs parce que c'est moins cher. On n'a pas un SMIC européen qui est comparable, et donc on se retrouve avec des travailleurs détachés qui viennent travailler en France, mais dans les conditions catastrophiques, dans les conditions de travail. Et donc ça, on tue même l'idée du bénéfice européen. Et là, on a manqué de courage parce que. Et quand je dis on, c'est collectivement, mais y compris de dire que il suffit pas de dire on est européen en sautant sur la chaise comme un cabri, comme disait le général de Gaulle. Si on met pas un contenu, et le contenu c'est la singularité, je le dis, dans la période alors c'est peut-être un grand mot, d'un modèle social dans lequel on est capable de faire ce compromis entre le capital et le travail, d'organiser le partage des richesses et de pas considérer qu'on sacrifie tout à un modèle économique dominant qui est celui d'accaparement, de cupidité, d'accaparement des richesses. Et c'est vrai sur les autres sujets qu'a mentionné Karim, où dès qu'on veut toucher à quelque chose, on dit ouais mais ça va
faire tomber l'édifice, en l'occurrence la maison. Donc moi, je suis pas partisan de tout casser pour pouvoir reconstruire, mais je sais qu'on peut faire des rénovations en faisant autre chose que colmater les fissures, quoi. Je suis très sensible à ce que vous avez dit, Karim, parce que c'est une de mes très très grandes différences avec notre invité, c'est que je considère que tous les sujets que vous évoquez doivent être traités. Et ne sont finalement, on se rend bien compte, on n'arrive pas, par la démocratie représentative, à les traiter. Je ne dis pas que ce ne serait pas mieux qu'on y arrive. Mais c'est quoi l'alternative à la démocratie représentative ? Alors, nous, on a monté... L'alternative ou le complément ? Oui, le complément. Puisque, évidemment, le complément, nous, on a lancé le mouvement des gueux pour que, à terme, on puisse vivre en France dans une démocratie aussi directe, en complément de la démocratie représentative. Et on a un voisin où le citoyen, la Suisse, où le citoyen n'est pas viré le soir de la présidentielle ou de législative chez eux. Il n'est pas viré. Le citoyen existe pendant les 5 ans, pas tous les 5 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui parient sur l'intelligence de tous, qui parient sur l'intelligence collective et qui, par les processus référendaires, influencent énormément le Parlement, puisque 93% des lois en Suisse fédérale sortent du Parlement fédéral, sauf que le parlementaire fédéral écoute, parce qu'il peut prendre dans les dents un référendum. Le premier qui fait ça, il aura gagné. Eh bien, je vais vous dire, il y a 500 militants par jour supplémentaires dans le mouvement des gueux. C'est à peu près le rythme de montée de notre mouvement. Parce qu'on ne veut pas qu'en 2027, qui que ce soit ait un chèque en blanc. Parce que c'est pas un procès fait au parti. Si ça avait pu marcher, ben on serait au courant. Mais pour l'instant, on est dans des situations de blocage. Moi, je suis séduit par l'idée de mettre la pression sur ceux qui jouent le rôle de qui incarnent la démocratie représentative. C'est un des effets. Hein. Voilà, je comprends parfaitement. Après, la modalité, parce que la Suisse, c'est pas tout à fait la taille de la France. Est-ce qu'on est capable, sur ceux des grands sujets qu'on a à trancher, de se dire c'est le référendum, parce que le référendum, à un moment donné, il y a multiple. Hein. Il y a quelqu'un qui vient proposer un texte. Je vous prends un exemple sur un des sujets. On a débattu de manière intermittente sur la question de la fin de vie et de l'aide à mourir. Bon, là, moi, j'y ai vu une qualité du débat parlementaire qui a permis de faire bouger des curseurs, etc. À la fin, si on avait soumis au vote le texte initial du gouvernement, celui qui avait été présenté par Emmanuel Macron et les ministres à l'époque. Et donc la question c'est, est-ce que vous acceptez ce texte, oui ou non ? Ou alors ça veut dire qu'on fait vraiment du multiple, ou sur chacun des points, est-ce que vous êtes pour les directives anticipées ? Est-ce que vous êtes pour... 93% des lois fédérales suisses sortent de la complexité du travail parlementaire et de l'écoute. Et de l'écoute du peuple. Donc ça veut dire qu'on fait trancher par un référendum qui est une question, oui ou non, un référendum. Le Parlement fédéral suisse vote. Mais simplement, le peuple, si aussi il est mis devant le fait accompli d'une absurdité, il peut se défendre. Et donc là, c'est plutôt l'idée du référendum, ça vient en complément. Du référendum un peu révocatoire, quoi, en disant le Parlement a travaillé à adopter ce texte. Est-ce que vous le confirmez ? C'est exactement la proposition qu'on faisait nous après la réforme des retraites, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des débats dans le pays. Une fois que la réforme a été adoptée, de dire aux gens, mais est-ce que vous voulez vraiment de cette réforme-là ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? En fait, ça revient à se dire que quand on a une crise politique, c'est peut-être complètement fou de vouloir le faire sans le peuple. Je suis d'accord. Je reprends cet exemple de la réforme des retraites. Il y a eu des débats, et elle passe en force, etc. À la fin, on demandait, on avait même déposé pour faire ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée. Alors, comme c'est super compliqué de faire le référendum d'initiative partagée. Notre système n'est pas fait pour ça. On n'en a pas fait un seul. C'est quand même assez cocasse de se dire que c'est un truc qui a été introduit. C'était Nicolas Sarkozy qui crée ce dispositif en 2008. Mais pourquoi on ne l'applique pas ? 17 ans après, on n'a pas usé d'un article qui a été introduit dans la Constitution. Parce qu'il est impraticable. C'est pas praticable. Pourquoi il est impraticable ? Mais parce qu'il faut des conditions. Il faut que le référendum porte sur un texte sur lequel une loi n'a pas été adoptée dans l'année qui précède. Donc on peut même pas le faire immédiatement pour supprimer une loi qui a été adoptée. C'est le contraire de ce que tu décrivais à l'instant. Et il faut réunir le 1 million de signatures pour le faire, et qu'après ça soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment... D'accord, c'est sans fin. Par exemple, sur la fin de vie, dans le mouvement des gueux, il y a une réflexion avec beaucoup de médecins qui viennent vers nous et qui disent une chose très simple. La France fait très attention à ses bébés.
700 000 naissances. On fait attention à l'arrivée des mamans, aux soins des mamans et des bébés. Quand on meurt en France, on a nos structures d'accompagnement de décès qui couvrent 40% du besoin. Ça veut dire qu'on laisse au secteur privé 60% la mort. Mais encore, si tu parles des structures d'accompagnement, c'est en l'occurrence les soins palliatifs pour accompagner Est-ce qu'on est d'accord pour... Ah oui, mais non, on meurt de manière dégueulasse dans ce pays. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord ? Et d'ailleurs, on vieillit de manière dégueulasse. Tu sais que c'est un des sujets auxquels je suis attaché. Et toi, maître... C'est une question des vulnérabilités. Moi, c'est un des moteurs de mon engagement en politique. C'est-à-dire, ce qui fait notre humanité commune, c'est de regarder les vulnérabilités. On a tous des vulnérabilités temporaires ou permanentes. La situation de handicap, la maladie mentale, l'avancée en âge, la maladie tout court à un moment de sa vie. Et mettre ça au milieu du village en se disant qu'en fait on organise. Alors ça, les gens disent oui, mais c'est compassionnel, c'est de l'assistanat, etc. Mais je veux dire, on est tous frappés par ces vulnérabilités. Et on a une société qui pense plutôt la performance, mais de manière déconnectée. Alors là, pour le coup, c'est un truc de déconnexion. Je parle beaucoup du vieillissement. Dans nos sociétés, les valeurs dominantes, c'est la rapidité, la performance, le profit, l'immédiateté. Alors que quand on vieillit, et on vieillit de plus en plus, et tant mieux, c'est la lenteur, la tempérance, la sagesse, la transmission. Et ça, c'est pas du tout valorisé. C'est presque ringard essayons, compris, de changer notre système de valeurs. On continue d'en parler dans un petit instant, Jérôme Guedj. 0826 300 300 pour réagir à cette émission. À tout de suite. Français, Alexandre Jardin. Nous sommes toujours avec Jérôme Guedj, député socialiste de la 6e circonscription de l'Essonne, et nous accueillons un second auditeur, Michel, qui nous appelle de Pontivy. Bonjour Michel. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Alexandre et à Monsieur Guedj et à toute l'équipe de Sud Radio. Alors c'est une intervention, j'espère qu'il sera un peu drôle, mais je constate depuis plusieurs années que lorsque, par exemple, les agriculteurs, les médecins, les pompiers, lors des grands débats, lorsqu'ils quittent tous Matignon, ils déclarent devant les journalistes on ne nous écoute pas, ils disent la messe et puis terminé. Et ils s'en vont tous avec les dossiers sous le bras et la queue entre les jambes, si j'ose dire. Alors, comme aurait pu le dire Coluche, si c'est comme ça, moi j'y retourne plus. Alors, malheureusement, le 18 septembre prochain, apparemment ils seront reçus, à part quelques-uns qui ne veulent pas y aller. Mais j'ai encore l'impression que quand ils vont être devant les journalistes en sortant, ils vont encore déclarer on nous a pas écoutés. Voilà. Jérôme Guedj. Non mais ce qui est dit là, c'est la contradiction française, mais qui est je veux pas dire charmante, mais qui est stimulante. C'est que les gens ont une défiance envers les politiques et en même temps adorent la politique. C'est une défiance à la mesure de l'attente qu'on a de l'action collective, et qui est parfois un peu oublié par ceux qui ont été choisis. Alors il y a ce discours, on n'est pas content, voilà, c'est le côté gaulois réfractaire, rouspéteur, etc., que moi je trouve extrêmement positif, parce que ça dit on attend des choses de la décision collective, on attend des choses de la délibération collective. Le problème, ça renvoie à la discussion qu'on avait juste auparavant, c'est comment on est assuré qu'on pèse dans cette délibération collective à toutes les étapes, et pas uniquement un moment à l'instant T d'un vote, et en se disant le rendez-vous est 5 ans après pour sanctionner, donner quitus ou pas quitus. On n'est pas dans une assemblée générale de copropriétaires. Et à la limite, dans une assemblée générale de copropriétaires, on peut peser tous les ans pour savoir si on change les choses. Donc, moi, je suis de plus en plus sensible, en effet, j'aime pas les débats pour savoir s'il faut une 6e République, mais sortir de la verticalité qui est celle de la 5e République, qui était adaptée à un moment, garder quand même de l'ordre, parce que je pense qu'il faut que les choses fonctionnent, et introduire ce qui manque, c'est-à-dire des contre-pouvoirs. Voilà, des contre-pouvoirs à l'échelle locale comme des contre-pouvoirs à l'échelle nationale. D'ailleurs, c'est souvent intéressant, à l'échelle locale,
il y a un truc qui fonctionne dans toutes les villes. Et les maires, quand ils disent ils sont à portée de baffe, ces dernières années, ils ont tous introduit, parce que c'était une demande, des assemblées de quartier, des conseils de quartier, où ils sont obligés de venir rendre compte régulièrement. C'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans dans les municipalités. Et puis ils ont fait des budgets participatifs en disant aux gens, cette fois-ci, voilà, on vous donne une partie de l'enveloppe et c'est vous qui allez décider de l'affectation et du choix, et parce que c'était pas forcément, voilà, on fait un nouveau quartier, qu'est-ce qu'on fait à tel ou tel endroit, c'était pas prévu dans les engagements municipaux ou pas avec ce niveau de détail. Et ben ça pourrait être source d'inspiration. Alors les assemblées de quartier, les conseils de quartier à l'échelle nationale, ça n'existe pas. C'est pour ça que l'idée de faire valider le travail du national, des parlementaires, du gouvernement par une sanction, ce que tu évoquais sur les référendums, je trouve que c'est intéressant. Je voudrais vous répondre exactement. Pour contraindre un système à la vertu de l'écoute, il faut que le citoyen pèse et réellement une capacité référendaire. Ça ne veut pas dire empêcher les exécutifs de bosser. Ça veut dire que s'il n'y a vraiment pas d'écoute, s'il n'y a pas de... si on ne sort pas de la culture du mépris, en fait, c'est ça le problème. C'est la culture du mépris. Après, soyons honnêtes, hein, les capacités référendaires... Non, mais il y aura toujours des gens qui diront... il y a du mépris parce que on n'a pas souscrit aux propositions que je fais. C'est le propre de l'action publique. Mais, à un moment, on dit oui, mais on dit non à des gens. Moi, j'ai des gens qui viennent... Le référendum, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si les gens ne convainquent pas les autres, ils perdent. Ouais. Je veux dire, ils perdent. Or, durablement, on s'aperçoit de quoi ? C'est que les pays qui ont ça, j'en reviens à la Suisse, les gens ne passent pas leur temps à se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas complètement idiot. Donc, de temps en temps, il peut se tromper, il corrige. Mais, globalement, la population réfléchit parce qu'elle vit avec sa décision. Donc, elle fait extrêmement attention. Et on a des exécutifs qui sont dans une écoute plus humble, plus accompagnante, et en même temps, tout ce qui peut ressembler à de la démagogie, ça marche pas le jour du référendum. Ça marche pas. L'être humain n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, pour vous répondre, monsieur, moi je vais militer pour que ce pays évolue vers une démocratie d'adultes, qu'on ne prenne pas pour des cons. Jérôme Guedj. Ah pardon, Michel, vous vouliez réagir ? Oui, non, d'accord. Simplement, je rajouterais, donc dit comme ça, c'est qu'on écoutera plus la volonté et l'action publique du peuple, encore une fois, démos, plutôt que celui des syndicats et peut-être des représentants. Mais c'est forcément un mélange. Mais on va laisser réagir peut-être Jérôme Guedj. Non, mais parce que ce que j'entends en creux dans la remarque, c'est il y a parfois des intérêts catégoriels qui s'expriment et qui peuvent rouspéter, parce qu'il y a un principe, hein, mais c'est ça qui est compliqué. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Mais pour autant, l'expression de ces attentes particulières peut pas être balayée d'un revers de la main. Et il y a à construire et surtout à expliquer en quoi telle ou telle mesure est au service de l'intérêt général. Je vais vous prendre un exemple qui est un irritant, vous allez comprendre. Vous vous rappelez, avant l'été, au printemps, il y a eu des mouvements importants de chauffeurs de taxi sur les transports sanitaires. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a confié aux chauffeurs de taxi, parce qu'il y a eu une réforme il y a quelques années qui a tué tout ce qu'on appelait les transports sanitaires organisés par des sociétés d'ambulance, etc. Et on s'est dit, c'est plus simple de le confier aux chauffeurs de taxi. L'intérêt général, c'est d'assurer le transport sanitaire. L'intérêt général, c'est de le faire dans des conditions financières qui soient soutenables. Voilà. Il y a des intérêts qui se sont exprimés, des chauffeurs de taxi qui ont dit mais vous allez trop loin dans les modes de régulation que vous avez mis en place. Voilà, c'était pour faire 150 ou 200 millions d'euros d'économies sur presque 3 milliards de coûts de ces transports-là. Je le dis sincèrement, il y a à améliorer le système, mais pas le faire de manière... vous voyez, donc on pouvait concilier le fait qu'à certains endroits, notamment au milieu rural, la réforme, elle avait des conséquences désastreuses pour plein de chauffeurs de taxi, dont 80 ou 90% du chiffre d'affaires était le transport sanitaire, et sans eux, il y avait des gens qui ne pouvaient pas aller dans des hôpitaux qui étaient de plus en plus éloignés. Mais l'intérêt général, c'est aussi de faire expliquer à tout le monde que oui, on a peut-être des moyens modernes, transparents, de rendre le système plus efficace et plus soutenable financièrement. Donc, voilà.
c'est aussi une culture du compromis dans la décision publique. Jérôme Gage, pour conclure, je sais qu'il n'est jamais agréable de répondre à une rumeur, mais une information venant de Clément Garin, vous l'attendiez peut-être cette question, indique que vous seriez en discussion pour le ministère de la Santé. Est-ce vrai ? Non, c'est faux. Je suis en discussion avec personne et j'ai pas de raison d'être en discussion. Non, mais vous voyez, ça c'est marrant parce que depuis ce matin on me met des messages. Je sais pas qui est ce Clément Garin ou Garin, et je sais pas. Hier il annonçait que c'était Yannick Jadot. Vous voyez, enfin. Ça n'a pas de sens qu'on soit à commenter quelqu'un qui invente des choses sur Twitter. Sur le fond, moi j'ai une position très claire. Il faut que ce gouvernement discute avec l'ensemble des forces d'opposition et singulièrement les socialistes qui ont mis des propositions sur la table, mais elles sont connues, nos propositions. Après, ils prendront leurs responsabilités. Vous savez, nous on avait proposé d'exercer le pouvoir sans associer, pour pas faire cette confusion. Voilà. Moi, j'aurais adoré être ministre dans un gouvernement de gauche, mais qui aurait eu en permanence à construire ces compromis pour pouvoir durer. Donc voilà, ça tombe bien, vous me permettez de démentir cette rumeur.